Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Plus d'infos en fin de vidéo. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine, et aujourd'hui, un nouveau format sur la chaîne. Pourquoi un nouveau format? Eh bien tout simplement parce que l'année 2021 a été très forte en sujet de SF, par contre avec la finalisation de la trilogie Nexus 6, tout l'équipage est overbooké, et on ne peut pas faire des épisodes classiques sur la chaîne. Donc on s'était dit qu'avec ce format, plus simple, plus rapide, on allait pouvoir parler de ces sujets. Et qui de mieux pour aborder le Dune de Denis Villeneuve que François Thorel? Pas demain? Non. François? Basile? Non. Dune, de Denis Villeneuve. C'est quoi ta relation avec Dune? C'est quoi ton premier souvenir de Dune? C'est Tremors, le film. Je confondais Dune et Tremors quand j'étais gamin. Ok. Parce qu'il y a des vers. Parce qu'il y a des vers des sables, il n'y en a pas 36 000 dans l'univers du cinéma, des vers des sables. Mais je crois que j'ai découvert l'univers de Dune à travers le jeu vidéo sur PC, Dune 1. Vu que ce jeu était notamment adapté du film de Lynch, avec des cutscenes qui reprenaient des pans entiers du film, j'ai découvert un petit peu l'univers via le jeu vidéo. Et ensuite, quand j'ai découvert le film, là où beaucoup de gens sont restés sur la touche, parce que c'est un univers qui est très foisonnant, j'avais les clés, je savais ce qu'était le Kwisatz Haderach, le Bene Gesserit. Comme le jeu c'est interactif, c'est toi qui joues, t'as vécu l'aventure, du coup ça t'a permis vraiment de t'intégrer à cet univers de manière plus simple pour toi. C'est ça. Et après, j'ai découvert donc via le roman dont j'ai lu le cycle jusqu'à l'Empereur Dieu. J'ai pas lu encore au-delà. Et toi, c'est quoi ton premier souvenir de Dune? Franchement, c'est le pilote de la guilde qui me terrorisait quand j'étais gosse. Enfin, c'est-à-dire, du coup, j'ai vu le film très très jeune, je pense vers 5-6 ans. Ça a été un film qui m'a accompagné toute ma jeunesse, et j'ai dû lire Dune vers 9-10 ans la première fois. C'était compliqué. Maintenant, François, tu vas inaugurer une nouvelle tradition sur le Nexus 6. Est-ce que t'es bon en quiz? Parce que moi je panique toujours en quiz. Les quiz? Ouais, en quiz. En quiz d'ailleurs aussi. Je suis normal en quiz. C'est-à-dire que même quand je connais les réponses, je vais trop loin et je réponds. J'avais vu ça dans une vidéo de Studio Vrac. Oui. Je suis vraiment nul en quiz. Ouais. Je sais pas, on va voir, écoute. Très bien. Quel est le nom de la planète siège du gouvernement impérial dans Dune? Salade Segundus. Non, alors déjà c'est Saluda Segundus. Et c'est la planète prison qui est aussi la planète des Sardaukar. C'est Planète d'Or. Non. Je sais plus. Kaitan. Kaitan, putain. Pour résumer un petit peu, on a vu le film donc en avant-première une première fois. Ouais. Et ensuite, donc là c'était en 2D. Ouais. Et ensuite on l'a vu en 3D Dolby Surround. C'est ça. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? On a eu la même première lecture du film sur le premier visionnage, toi et moi. Et c'est marrant parce qu'au second visionnage, nos ressentis se sont croisés dans le chemin un petit peu inverse, où t'étais un peu moins bienveillant par rapport au film le premier coup, et c'est moi qui étais plus mitigé sur le deuxième visionnage. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, notre avis, grosso modo, en sortant du film, la première fois, c'était que le film tient toutes ses promesses, mais pas plus. Ouais. Et c'est ce « mais pas plus » qui rend l'expérience très balisée. Il y a relativement peu de dépaysement. Moi personnellement, j'attendais pas plus qu'une réinterprétation moderne et classieuse de Dune, quoi, tout simplement. Sauf que ça, c'est ce que je croyais, et je me rends compte que le fait que j'ai été un petit peu mitigé en sortant, c'est parce que, au fond de moi, j'espérais quand même un peu plus. Mais toi, t'en attendais quoi, du coup? Je voulais pas avoir trop d'attentes, en fait. Et j'attendais, en fait, qu'il propose un décrochage. Parce que ce que j'aime bien chez Villeneuve, c'est que c'est pas un réalisateur... Bon, il a un sens visuel très acéré, on le voit dans Dune, mais là où tu viens le chercher, c'est pas pour faire un blockbuster classique. Tu viens chercher Denis Villeneuve pour créer des scénarios à tiroir, avoir une sorte de narration un petit peu complexe, c'est là qu'il s'est démarqué sur ses précédents films, la construction de personnages, avoir ces moments de flottement qui sont très humains, ce qu'il a fait avec Premier Contact, avec Enemy, avec tous ces films qui sont justement complexes mais très humains, et surtout son rapport au temps, c'est ça qui me fascine moi. Il a un rapport justement à la dilatation du temps et à ces moments, encore une fois, de flottement qui t'embarquent ailleurs. Blade Runner 2049 par exemple, il a poussé ce rapport au temps le plus loin possible, en ayant à la fois un peu trop, justement, en voulant montrer que si on lui demande de faire un blockbuster d'auteur, vraiment, on va pas lui imposer un rapport au temps qui n'est pas le sien. Ce qui fait que dans Blade Runner, il y a ce milieu du film où il veut tellement montrer qu'il est dans le contemplatif et que c'est peut-être pas à sa place dans un truc vraiment très grand public, qui pousse le film dans des moments assez chiants, quoi, finalement. C'est vrai que je trouve Dune mieux rythmé que Blade Runner 2049. C'est aussi son défaut. Ouais. Mais surtout, est-ce que c'est pas parce que c'est aussi que la moitié? C'est-à-dire, imagine, le film aurait duré 1 heure de plus, 1 heure et demie de plus, pour aller jusqu'au bout. Mais c'est ça. Mais on est dans un entre-deux, en fait, avec, dès le départ, avec Dune, on est dans une sorte d'entre-deux très inconfortable, pour Villeneuve sûrement, parce qu'encore une fois, on vient le chercher pour faire un blockbuster d'auteur. Ouais. Le problème, c'est que Blade Runner 2049, que j'avais beaucoup aimé, c'était un très gros film, mais il s'adressait à une niche. Une très grosse niche, de fans de SF et de gens qui connaissent le premier Blade Runner et tout ça, mais une niche tout de même.
Dune, les studios vont initier le truc en se disant on veut faire le prochain Star Wars. Et même Villeneuve lui-même dit que dans la manière dont il a essayé de s'en démarquer, mais à la fois il y a cette manière de faire un Star Wars pour adultes. Donc il y a ce truc vraiment de vouloir faire un truc très très fédérateur, là où Villeneuve fait pas des trucs très fédérateurs. Mais à la fois, on lui demande de faire un truc d'auteur, tout en lui demandant de faire un truc qui va brasser très très large. Ce qui est en décalage aussi avec sa patte de réalisateur et avec tout son travail sur le film aussi. Il fait un film qui est visuellement, mais on y reviendra, qui est pas accueillant. Mais il y a cet entre-deux, du coup, qui se voit aussi dans la manière d'avoir scindé le film en deux et de pas avoir tourné les deux en même temps. Parce qu'on est dans une époque tellement particulière dans la production de films, dans l'industrie du cinéma et de manière générale. Bien sûr, Denis Villeneuve voulait tourner les deux volets en même temps, ce qui serait logique. Ouais. Le studio a pas voulu. Si ça a du succès, on fera la suite. Moi j'avoue que c'est un des trucs qui m'a dérangé. Bon, je savais qu'il y aurait deux films et je m'étais pas renseigné parce que je voulais être le plus libre possible face à l'œuvre. Mais j'avais espoir, je pense, que le premier film fasse l'histoire du livre et là où s'arrête le film de Lynch et que le deuxième aille plus loin avec les enfants de Paul, etc. Ouais, mais ça serait plus Dune, ça serait vraiment... Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand on arrive à la fin, ça cut et je t'avoue que j'étais très frustré parce que, effectivement, il va falloir attendre 3-4 ans de plus pour voir la suite. C'est ça, et c'est très très compliqué. Ouais, l'effet de surprise, il est passé, c'est ce que c'est ça. Disais, quoi. Ce genre de projet, tu le fais à la Kill Bill, tu le fais à la Seigneur des Anneaux. Ouais. Parce que, en fait, c'est un diptyque. C'est pas comme si ça allait aller plus loin. C'est censé rester homogène. Ça sera dans la même esthétique que le premier, forcément, même si ça va développer d'autres trucs. Mais encore une fois, c'est pas comme si pour un studio, t'allais vendre les deux tours en disant putain, la bataille du gouffre de Helm, vous avez jamais vu ça. Tu vas pas chercher Villeneuve pour faire une bataille impressionnante. Même si ça sera sûrement impressionnant. Et on en parlera. Il y aura pas de nouveauté, c'est ça. Mais tu vas pas le chercher là-dessus. Ce qui fait qu'il y a quand même cet effet, même si t'as aimé le film, de j'ai compris le délire. T'es juste frustré de pas avoir la suite tout de suite, mais il y a pas cette impatience et ce truc du putain, qu'est-ce qu'il va nous faire pour la suite? Parce que il est là, quoi. Il y a une sorte d'entité, c'est le truc. Le film doit être la première moitié d'un diptyque, mais à la fois il doit se suffire en tant qu'œuvre. Parce que si Villeneuve a tout à fait conscience que s'il ne se fait pas, il faut que son film se tienne en tant que film, même s'il laisse une frustration à la fin, quoi. Surtout que nous, et les gens qui connaissent Dune, on connaît l'histoire. C'est ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on attend de ce deuxième film? Vu que le premier a mis en avant ce côté très classieux, très moderne, réinterprétation, ça va être grosso modo pareil, je pense, à part peut-être sur des thématiques un petit peu différentes. Mais c'est vrai qu'attendre 3 ans pour la même chose, c'est un petit peu particulier. J'ai beau être un petit peu mitigé, et c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, j'aurais espéré que ça ait plus d'ampleur, mais c'est ce qu'on disait, en fait, ça n'a rien éveillé chez nous. Je suis quand même content, je pense, que des gens découvrent Dune via ce film. C'est-à-dire que des gens qui connaissent rien de Dune, je pense que c'est quand même positif, qui passent par là, surtout comme il y a un ancrage dans la réalité plus fort. Je me demande si les gens vont pas être moins perdus que si tu commences avec celui de Lynch. Il a simplifié... l'intrigue par rapport à Lynch en évacuant tout le côté spirituel pour se recentrer vraiment sur une construction très concrète de cet univers où l'épice c'est une métaphore du pétrole, mais pas plus. Ouais, et en tout cas dans le premier pour le moment. Dans le premier, bien sûr. Mais apparemment, quand on a discuté avec Villeneuve, il veut bien sûr développer ça dans le deuxième, mais c'est encore très très loin. Ce qui me dérangeait, c'est qu'effectivement j'avais le sentiment qu'on comprenait pas le rôle mystique et spirituel et ouvreur de conscience de l'épice. Et j'ai posé la question à des gens qui n'ont vu que le film de Denis Villeneuve et qui m'ont quand même dit qu'ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui allait déboucher là-dessus. Au-delà, ouais. Même si le film ne le dit pas de manière verbale, et en ayant revu celui de Lynch, ils le disent. Ouais, mais en fait, il l'assène, mais tellement de fois. Voilà, ça devient un mantra en fait chez Lynch. C'est pour ça que c'est pas compliqué de s'en souvenir, quoi. Mais dans Villeneuve, ils le disent, mais ils le disent au début dans un truc d'exposition en voix off, sans vraiment qu'on puisse s'apesantir dessus. Parce que même le moment où ils disent que l'épice permet le voyage intergalactique et est utilisé par les navigateurs de la guilde, ça arrive en voix off par-dessus une transition vers la scène où ils vont recevoir les ambassadeurs et en fait se voir remettre les clés d'Arrakis. Ce qui fait que ton attention est aussi attirée par le changement de dynamique, le changement de scène, et que la voix off c'est presque un accompagnement. On te focalise pas du tout sur vraiment ce moment. Il y a quand même un petit peu Paul qui a ces moments de trip, quoi, de début de prescience. La vision de Lynch, qui était celle des années 80, donc on est quand même plus dans un aspect un peu psychédélique. Je crois que c'est trop ancré en nous pour être complètement... libre face à ça, quoi. Moi j'ai le sentiment que peut-être je suis biaisé. Mais du coup il y avait ce premier visionnage où on a eu l'impression de voir vraiment un travail impressionnant d'un surdoué qui te fait en fait ce que c'était censé être. Mais en fait je me suis retrouvé con personnellement parce que j'avais ce truc de tout en étant incapable de dire tiens j'aurais pas fait ça comme ça ou j'aurais préféré que... Il y avait ce truc de encore une fois t'as tenu toutes les promesses mais t'attends quelque part que ça déborde un peu. Et que dans l'expérience du film, on t'apporte quelque chose, on t'amène sur un plan que t'avais pas forcément prévu. Sauf que là, c'est vraiment très cadré. Et en même temps, c'est très difficile d'en tenir rigueur à Villeneuve parce qu'il doit gérer des contradictions, encore une fois, qui sont à la base du projet, qui sont énormes.
Et pour satisfaire les gens, les fans de Dune, les gens qui veulent une expérience cinématographique dans le contexte d'un truc de studio qui est censé être vendu à absolument tout le monde comme le nouveau Star Wars, c'est infaisable. Donc qu'il soit arrivé quand même à faire ce film-là, et à asséner aussi ses choix visuels dont on va parler un petit peu après, c'est super impressionnant. Mais du coup, sur le deuxième visionnage qu'on a vu en 3D, je me suis emmerdé. Et tout en étant moins attrapé par l'effet de découverte et en ayant du mal justement, et j'ai l'impression que c'est une critique qui revient souvent, c'est le cœur émotionnel du film, c'est un petit peu difficile d'y accéder. Les trucs qui me gênent le plus dans le film, c'est plus des choses qui me gênent un petit peu dans le cinéma de Villeneuve d'une manière générale. Le sentiment qu'il utilise un petit peu les mêmes artifices depuis quelques films, notamment en termes de composition sonore, de musique, etc. Il y a des aspects qui sont extrêmement similaires avec Blade Runner 2049. Et j'ai un peu le sentiment qu'il commence à faire un petit peu la même recette à chaque fois. Pour un exemple tout con, c'est dans Blade Runner 2049, il y a des musiques traditionnelles de Mongolie, Throat singing. Throat singing. Ils réutilisent un peu ça dans Dune. C'est objectivement cool dans les deux films, mais c'est un peu les mêmes artifices, quoi. Donc au bout d'un moment, le mec essaye peut-être de trouver une nouvelle idée. J'ai le sentiment d'être un peu biaisé par des choses autres que ce que le film est réellement. Ou Timothée Chalamet, qui est d'origine française, enfin par son père, il est américain, où est-ce qu'il passait ses vacances en France? À Grenoble. Non. Alors je sais pas. Au Chambon-sur-Lignon. Putain, il y a de la question là. Chambon-sur-Lignon, j'ai l'impression de voir un faux village. Bonjour à tous nos abonnés à Chambon-sur-Lignon. Peut-être qu'on a un abonné commun à Chambon-sur-Lignon. Peut-être. Charlotte Rampling était supposée prendre un rôle dans le Dune de Jodorowsky, lequel? Jessica. Bien joué. Les personnages de Dune, c'est quand même quelque chose de très important. C'est une fresque, là, c'est du space opéra, quoi. Est-ce que c'est pas du Planète Opéra? Oui. Rajoutons 40 minutes à cette vidéo déjà bien fournie. On avait trouvé qu'il y a une forme de froideur aux personnages, mais surtout dans leur relation, dans la manière d'être liés à tout ça. Qu'est-ce que tu as à me dire? Dans l'ADN de Dune, le cycle, il y a un côté très introspectif. Tous les monologues intérieurs que Lynch avait repris tel quel dans le film, tout est dans le feutré. Il y a un truc très intrigue de tragédie grecque, quoi. C'est ça. Donc en fait, il y a un stoïcisme et une froideur des personnages qui est là de fait, parce que c'est tous des aristocrates qui sont peut-être que cette personne. Ce qui fait que dans le contexte d'un bouquin, t'as le temps de développer plus humainement les personnages dans la longueur et dans leurs émotions, ce qui fait que tu peux te sentir plus investi. Mais dans le contexte d'une adaptation, si tu veux garder cette atmosphère particulière du bouquin, sans avoir autant de temps et de place pour développer, ça donne des personnages qui ont ce côté guindé et un petit peu trop juste je suis défini par mon objectif, mais il n'y a pas de détails humains suffisants qui te font vraiment. Je pense qu'ils ont essayé d'apporter ça un petit peu avec par exemple le casting de Momoa. Oui. En Duncan qui fait et qui t'as pris du muscle, c'est vrai? Non. Et ce genre de petits trucs. C'est dans vraiment l'atmosphère de base de Dune, donc tu peux pas vraiment tenir rigueur au film. Non, bien sûr. Mais en même temps, il y a ce rigueur. truc qui reste très distant. En fait, t'es très distant dans le futur, t'es très distant émotionnellement parce qu'ils sont en train de traverser des trucs qui sont pas exactement les trucs que tu traverses tous les jours dans ta vie. C'est vrai que si tu compares au film de Lynch, on était aussi là-dedans. Ouais. C'est juste que la direction artistique était un petit peu plus chaude, j'ai envie de dire. C'est peut-être aussi ça qui la accentue. musique de Toto était beaucoup plus... Celle de Hans Zimmer est très grandiloquente, quoi. Hans Zimmer, c'est la Panzer Division. Il y a Toto, il y avait un côté plus baroque, plus... et qui te prend vraiment... qui était plus émotionnel directement. Cette froideur de cet univers des personnages, c'est un truc, encore une fois, qui m'a laissé un peu distant par rapport au cœur émotionnel du truc. J'ai pas de contre-proposition, quoi. Oui, Je vois pas comment il aurait pu faire. C'est ça. Par exemple, il y a 3 personnages qui sont les mêmes, qui sont pas du tout les mêmes dans le roman, mais qui là, dans le contexte du film et la nécessité d'aller plus vite et tout ça, qui finalement sont quasiment les mêmes. T'as Gurney Halleck, qui est le chef de la garde, en gros. Qui est un guerrier. T'as Duncan, qui est le grand ami de Paul, qui va... Mais qui est un guerrier aussi. C'est ça. Et t'as Tuffir, le Banta, qui finalement dirige aussi la garde rapprochée, qui va essayer de trouver les pièges, machin. Puis c'est 3 oncles, quoi. C'est 3 figures de grands frères slash oncles slash père alternatif. Ouais, c'est ça. Et tu sens qu'il a essayé de caster des gens qui sont très différents en termes de personnalité et en termes de ce qu'ils dégagent, de physique. S'il avait vraiment fusionné 2 de ces personnages ou en fait un seul personnage, ça aurait été peut-être plus adapté pour le film, mais ça aurait été une forme de... ça aurait été pas un respect finalement de leur de base. Par exemple, c'est vrai que Gurney et Duncan, tu pourrais les fusionner, mais Tuffir, c'est le manta. Et alors qu'ils l'expliquent pas dans le film ce qu'est un manta, ils ont juste ces révulsions pour les calculs, mais en fait, à aucun moment ils expliquent ce qu'est un manta. Ça. Bon, ça viendra peut-être dans le Il fait juste un calcul au début, qui est purement gratuit, c'est juste une exposition pour montrer qu'il a ces capacités-là, mais sinon c'est juste un mec qui fait partie de la garde rapprochée de Leto, c'est tout. Mais du coup, pour faire comprendre qu'il y a des mantas, faut plus ou moins le garder. Gurney, ok, c'est un guerrier comme Duncan, même s'ils ont des rôles un peu différents, sauf que Gurney, il survit et revient dans le deuxième. Ce qui n'est pas le cas de Duncan. Et il te faut une mort un peu symbolique et... Donc on spoil. Non, mais c'est pas spoilé. Non, mais d'accord, mais c'est pour savoir. Est-ce qu'on juste on parle du film pour ce qu'il est? Moi, je suis partisan de spoiler. Oui, voilà. Non, mais de toute façon, je le fais tout le temps. Mais, du coup, Duncan meurt parce qu'il te faut une mort un peu classe, quoi.
Donc en fait, t'es obligé de garder les 3 personnages parce qu'ils auront tous un rôle à un moment, quoi. Après, tout dépend de ce que tu fais des personnages dans le contexte des films. Et là, c'est le problème, encore une fois, c'est l'espèce d'entre-deux bizarre dans lequel se trouve le film, c'est qu'il doit suffire en tant qu'œuvre, mais en même temps, il doit préparer la suite, et il y a toujours ce truc de « ouais, mais ». Il aurait peut-être dû faire de Gurney un manta. Si ses intentions, c'est vraiment de donner vie au Dune de Herbert, comme il le dit, comment tu veux faire ça? C'est là qu'on voit aussi la froideur du film, c'est que même la mort de Duncan dans le Dune de Villeneuve, elle est héroïque et tout ça. Personnellement, j'ai pas senti grand chose. Même la manière de mourir qu'a Momoa est super monolithique, quoi. Il se meurt, il est vraiment. Il y a le salut qui est cool, mais c'est ça. Bon, c'est un peu tout, quoi. Parce qu'il y a un truc très digne et bon, c'est un héros, machin. Duncan, dans le film de Lynch, tu le vois 20 secondes. T'en as rien à foutre. Mais sa mort est bien plus marquante. Parce que t'as ce truc qui pénètre lentement le bouclier, qui lui traverse la tête, t'as Paul qui est emmené, t'as le sang dégueulasse qui dégouline mais que tu vois pas trop parce que t'es la vue brouillée par le bouclier, et t'as la musique de Toto qui est vraiment très ampoulée à ce moment-là mais qui est belle. Cette mort m'a marqué. Alors que Duncan, j'ai même presque du mal à me souvenir à quoi il ressemble dans le film. On parlait aussi beaucoup du personnage de Jessica. Qui est représenté de manière surprenamment fragile. Oui, c'est vrai qu'on dit fragile, mais elle est quand même très forte, on le voit quand elle se bat, etc. Mais l'accent est mis sur... Ouais, sur ses sentiments, et le truc c'est que comme on connaît un petit peu le Bene Gesserit, et c'est quand même des femmes qui savent complètement se contrôler, à la fois au niveau presque moléculaire, mais aussi dans leurs émotions, même terminaisons nerveuses et tout ça, il y a un truc de... Je comprends. Et là t'as le sentiment que Jessica se laisse complètement aller des fois. Je me demande si c'est pas pour faire comprendre qu'avec la litanie de la peur, elles arrivent, justement, elles se ressentent, là, quand Paul va... j'ai pas l'impression qu'elle se recentre beaucoup pendant cette scène. Elle se calme quand même. Ouais, très léger, quoi, mais elle flippe de la même manière, et à la limite, tu peux te voir pourquoi son conditionnement, elle l'oublie un petit peu, c'est son fils, quoi. Mais dans toutes les autres scènes, quand elle voit la révérende et tout ça, elle fond en larmes, il y a cette scène où elle est en train de se tordre les mains de stress quand elle se balade dans les couloirs. Donc en fait, ce qui en ressort, c'est vraiment une Jessica très perturbée. Oui, voilà, c'est plus perturbé que fragile. Peut-être que justement, c'était pour contrebalancer le cœur un petit peu trop stoïque et trop froid. Les autres personnages où elle est plus humaine, il y a cette notion de fragilité en fait qui ressort d'elle, là où chez Lynch et dans le roman elle était beaucoup plus puissante et assurée, quoi. Après le cœur du personnage est là parce que quand il faut utiliser la voix pour tuer des Harkonnen, elle le fait. Quand il faut botter le cul à Stilgar, elle le fait. Là quand elle utilise la voix pour se défaire des Harkonnen, elle dit pas un truc complètement contradictoire comme chez Lynch. Inutile de vous battre pour moi. Et le mec il tue l'autre. Oui, c'est vrai. Pourquoi? C'est censé être un ordre. Oui, c'est ça. Donc, ah bah très bien. Voilà, je me rassois. Donc on vous tue. C'est vrai. Est-ce que Hans Zimmer a fait la BO de Premier Contact? Non. C'est qui? C'est Johansson. Exactement, c'était un nom couché dehors. J'étais là. Attends, c'est pas toi qui connais mieux les pays du Nord. C'est pas Bardi Johansson, c'est Johan Johansson. Je crois que c'était un truc comme ça. Peux-tu nous schématiser le cycle du ver d'Arrakis? Alors, le ver fait des truites. D'accord. Les truites vont sur l'empereur dieu de Dune pour en faire un verre. Attends, je sais plus. Il noie le verre dans l'eau et ça fait des truites. Non. T'as fait du chocolat? Non, ça donne l'eau de la vie pour le rituel. Ah oui. Putain, je sais plus le cycle de l'épice. Je te demande le cycle du verre, pas le cycle de l'épice. Ouais. Même si c'est un peu lié. Ah, le cycle du verre. Oui. Putain, je sais plus. Pour être tout à fait honnête avec toi, il y a 12 000 schémas qui disent pas exactement la même chose. Je t'avoue, franchement, j'ai rien compris. Tu attendais quelle réponse de ma part? Je m'étais dit que tu allais nous résumer ça d'une manière incroyable. Même en ayant fait des recherches, on ne sait pas. Mais par contre, je vais mettre une image avec un schéma, comme ça les gens auront la réponse. Au niveau de la direction artistique, moi j'ai le sentiment que par contre c'est dans la lignée de ce que fait Villeneuve depuis 3 films. Ce qui est bien, c'est que aujourd'hui on est dans des canons visuels d'ergonomie arrondis, tout doit être facile d'accès, tout doit être dans la matrice, quoi. Mais vraiment littéralement la matrice ronde, quoi. Tu dois te sentir bien, c'est comme ça. Particulièrement dans les tentpoles et les énormes films qui sont censés brasser très très large. Là, on est sur des trucs anguleux, on est sur des trucs qui sont à la fois, tu sais, l'architecture brutaliste, vraiment. Donc il y a des lignes très très claires, très hostile aussi. Comme dans Blade Runner 2049. Ah oui, mais après Blade Runner, tu peux pas lui en tenir rigueur vraiment, oui. Quoi. Il était vraiment dans la continuité d'un univers qui existait déjà visuellement, qui pouvait moyennement réinventer. Dans Dune, il aurait pu aussi aller autre part, tu vois. Là, je vois pas où il aurait pu aller autrement. T'avais vu la série des années 2000, Sci-Fi, oui. Bon, c'était complètement kitsch. Je trouvais qu'il y avait plus de prises de risque, un peu comme celui de Lynch, où il y avait quand même des prises de risque. Là, je trouve quand même que... Oui, c'est très classieux, c'est très beau. C'est beau, mais en fait, c'est... Ce sont les aspérités, quoi. L'aspérité, elle est dans le fait de pas rendre ça accueillant. Parce que Villeneuve veut filmer, comme il le disait, le désert avec une dimension documentaire. Ce qui fait que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le désert à la Laurence d'Arabie, c'est le désert abrasif. Et c'est pour ça qu'il va rendre ce désert très hostile, les ciels sont blancs, et surtout les couleurs sont très désaturées. Ce qui, moi, il y a un parti pris visuellement qui m'a plu pendant un bon moment, mais qui, sur les derniers 3/4 d'heure du film, au bout d'un moment, c'est hostile. Et ça devient hostile pour le spectateur aussi. Tellement peu chaud
pour un désert qui est censé être étouffant, c'est vraiment un paradoxe. Bah déjà, personne Et transpire. Personne ne putain de transpire. Ce qui est étonnant de la part de Villeneuve, qui est vraiment très au fait de ce genre de petits détails. Je pense qu'il y a quand même un vrai choix Ouais, esthétique. après, c'est censé être sec. C'est le fait que sur Dune, il y a ce côté, l'eau c'est tellement rare que si tu vois quelqu'un transpirer, C'est de la perte. c'est de la perte et Ouais. presque tu le ressens en tant que C'est spectateur. du Comme gâchis. je m'habitue à la notion d'eau et Ah, mais à surtout, cet il- élément sur Arrakis, alors je devrais pas. Ouais. Il parle beaucoup du fait de récupérer l'eau, de pas gâcher, etc. Et je me demande s'il n'y a pas un rapport à ça. Souvent, je me disais, mettez vos distilles là, parce que là, vous êtes dans le désert, vous perdez de l'eau chaque seconde, quoi. Bah, en fait, on devrait tout le temps porter un distill. Mais ils ont la d'une certaine clim. manière. Oui. J'ai Ils ont la clim dans le palais. Je crois pas. En tout cas, ils le disent pas. Bon, c'est sûr que depuis plusieurs films, Villeneuve, il y va à fond sur la présence des sons. Ouais. Depuis Sicario, d'ailleurs. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, même si aujourd'hui, encore une fois, je commence à trouver que c'est un peu redondant, mais en même temps, voilà, comme à chaque fois, je peux pas le lui reprocher, ça s'y prête Après, sur un truc complètement. comme quoi. Dune, où en fait, quand t'es dans un désert, quelqu'un qui est sur une dune à 100 mètres, tu l'entends. En fait, tu l'entends marcher sur le sol parce qu'il y a un rapport au son et à la propagation du son qui est très Ouais. différent. Moi, sur le marteleur, j'ai fait de la SMR, quoi. Ah ouais. Ce truc à la fois très long et qui fait. À la fois, je suis devenu fou. J'ai un rapport au son qui est très particulier et chez Villeneuve, moi, ça me heurte. Moi, c'est plus les coups très secs et très francs. Le bruit que fait le verre, par exemple, quand il est face à Paul. Tu Ah, ça, vois, je m'en il- souviens pas, tu clac, vois. clac, 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 qui est une espèce de. Ce qui est important aussi, c'est les Sardaukar sur la planète Salusa Secundus. C'est ma scène préférée du film. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un peu quelque chose de nouveau déjà par rapport au film de Lynch. En tout cas, dans les scènes qui sont présentées, qui sont grosso modo, à part 3 scènes, dont celle-ci, les mêmes. On découvrait quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les autres adaptations, quoi. Cette langue qu'ont les Sardaukar, un petit peu en décalage avec la voix, etc. Là, on sent l'altérité. Et ça, c'est vrai que c'est important dans Dune, l'altérité d'une manière générale, mais surtout, il faut se rendre compte que les différents peuples qui sont dans l'univers de Dune, même si c'est tous des humains, bah, ils se sont quand même pas mal séparés les uns des autres. Le Bene Tailax, qui sont quand même des gens très étranges, les pilotes de la guilde, etc. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu, et le son, notamment les langues, les voix, la voix aussi du Bene Gesserit, c'est des choses qui m'ont vraiment plu. Vraiment, il voulait t'immerger dans la réalité de cet univers. Parce que déjà il y a le son, mais il y a aussi l'accent mis sur toutes les technologies de cet univers, la précision aussi de ces choses-là, quoi, leur texture, le matériau dont ils sont faits. Il a donné tellement d'attention à cet aspect des choses que forcément le reste en pâtit un tout petit peu. Comme je disais tout à l'heure, Villeneuve, il se démarque surtout par ses constructions de scénarios, ses constructions de personnages, par son rapport au temps. C'est un esthète. Le premier truc qui frappe quand tu commences à regarder Dune, c'est que t'as l'impression de voir des putains d'artwork de fou mis sur écran. Donc tu sens vraiment qu'il a passé effectivement un an et demi à bosser avec ses storyboard artistes, avec plein de gens qui ont vraiment matérialisé ces trucs, et que ces cadres et ces matérialisations de vision sont vraiment des peintures plus que des plans de cinéaste. Est-ce que quand t'es un cinéaste sophistiqué, forcément t'es un cinéaste froid? Bah, Fincher par exemple. Oui, c'est un peu Mais ça. la Fincher question. il s'en fout de l'empathie, ce qu'il veut c'est les abîmes de la détresse humaine. fucked up de la détresse humaine et de... Mais voilà, mais quand tu fais un truc comme Villeneuve, il faut un peu plus d'empathie. Villeneuve dégage un truc très solaire et très empathique, mais c'est vrai qu'il y a ce côté très léché, très sophistiqué qui fait que tu vois des superbes visions mais que tu restes un petit peu à distance. Mais le rapport au visuel dans le film, c'est comme s'il était un petit peu aussi écrasé par la dimension énorme de l'entreprise et par la matérialisation de ses visions d'artistes. Mais que ça reste très classique en fait, c'est extrêmement classique. Il filme quasiment tout le temps avec les mêmes focales, les mêmes rapports de... En fait, moi quand j'ai vu la première bande-annonce, un truc qui m'a marqué, c'est le plan de Paul qui hurle avec la main dans la boîte, que j'ai trouvé très plat. La focale, ça va être, je sais pas, un 50 mm, un truc comme ça, mais c'est un truc très neutre qui fait que ça te fait pas forcément ressortir l'étrangeté de cet univers ou ce rapport à l'altérité, parce qu'on est vraiment dans le futur très très lointain. D'une manière générale, je trouve que cette scène n'est pas aussi forte que celle de Lynch. Non. Parce que dans Lynch, il y avait une vraie visualisation de la main qui fond. Alors il y a un petit plan d'une main calcinée dans Villeneuve, mais Ouais. je trouve qu'on ressentait moins la douleur. C'était un Ouais, petit peu complètement, plus complètement. désincarné, quoi. C'est plus distancié Ouais, en ouais, fait. ouais. Et son rapport au visuel est finalement assez neutre, je trouve. Il y a aucun choix de mise en scène qui est particulièrement surprenant. C'est pas Villeneuve, c'est pas un Gilliam, c'est pas un mec comme ça qui va faire des plans comme ça qui sont tordus avec des courtes focales qui te déforment tout, bien sûr. Mais il y a un truc très sage finalement dans la manière de cadrer tous les trucs. J'ai ressenti ça dans la bataille d'Arakin. Parce que oui, il y a quelques combats à l'épée et au bouclier, mais c'est très vite expédié. Tu sens qu'il n'y a pas eu une intention particulière là-dessus. Alors oui, il y a la chorégraphie avec Duncan.
bon, qui est un petit peu plus travaillé, mais, Ouais. mais c'est très, très basique. Cela très dit, classique. leur art de se battre, l'art étrange, Oui. est plutôt bien retranscrit. L'espèce de setup payoff quand il s'entraîne avec Gurney et à la fin quand il est face à Jamis. Il y a des mouvements qui sont assez surprenants Ouais. et que j'ai bien aimé. Mais après la bataille en tant que telle, même s'il y a des bonnes idées, mais en fait c'est toujours des choses qui sont faites en images de synthèse. Là, les bombes qui tombent et qui traversent aussi les boucliers des vaisseaux, qui se ralentissent, qui vibrent. Il y a quand Duncan s'enfuit en ornithoptère, il y a ce laser là, bon, c'est cool. Mais c'est plus le world building, Oui, ça. voilà. C'est la conception C'est d'univers, ça. c'est pas la manière de le filmer. On est 20 ans après le film de Lynch, je disais, ce serait cool que la bataille soit vraiment incroyable, épique, limite. Bon, j'exagère un peu, mais un soldat Ryan de Dune, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'on n'est pas ça, on est dans une représentation classique. Il y a deux armées, voilà, et c'est assez vite expédié, en En fait, fait. tu viens pas chercher Villeneuve là-dessus, en fait. Bah Encore ouais, une fois. mais je trouve ça dommage que lui ne se dise pas, bah je vais essayer d'aller un petit peu plus loin sur cet aspect. T'es pris dans la bataille, tu comprends pas trop ce qui se passe, et d'un seul coup c'est fini. Il y a ce truc, t'es dépassé par les événements, et c'est ce que ressentent tes Atreides à ce moment-là. Donc peut-être que c'était une démarche de ce côté-là, mais c'est vrai que, encore une fois, moi j'attendais rien du côté action. On en revient à cet entre-deux. Moi, un autre truc qui m'a marqué par exemple, c'est la scène où il y a la révérende mère. Il y a eu c'est Hélène Moyam qui vient de discuter avec le baron et avec le manta, Peter De Vries. Peter de Vries, et elle se barre. Et le baron commence à dire c'est mon Arrakis, c'est mon épice, c'est ma dune. Et il s'élève, il se met à voler. Et là t'as un plan de bande-annonce quoi. T'as un plan magnifique, une vue d'artiste, un truc qui dans un artbook est magnifique. En fait c'est très contradictoire aussi ce moment, parce que pourquoi le baron s'envole pour dire ça? C'est pas comme s'il était hystérique et qu'il avait complètement vrillé et commençait à voler comme un frelon. La volonté, c'est de montrer qu'il y a une montée d'énervement, mais Bien sûr, oui, mais c'est ça parce qu'en fait, lui qui s'élève dans les fait que c'est ma dune, et ça fait très série Z, c'est dans l'idée. C'est juste je reviendrai. Ouais. Et pourquoi il s'envole pour dire ça? Qui l'a impressionné quoi? Juste pour faire un joli plan, Oui, un plan marquant avec lui qui est dans les airs. C'est représentatif de ce côté entre deux. J'essaie de faire un truc complètement fédérateur, complètement pulp, mais à la fois pas du tout. J'essaie d'être super sophistiqué, de faire un truc beaucoup plus intellectualisé, et il sait pas trop sur quel pied danser quoi. Bah tu vois, ce côté entre-deux, bah justement, il y a un aspect qui, toi, t'a marqué. C'est la dernière coupe de Villeneuve, qui pour toi a toujours été importante. Et là, on Ça, est je le remets. littéralement entre les deux films. Ouais, c'est quelqu'un qui sait couper ses films. C'est un truc auquel je suis très très sensible, et un truc dont j'avais parlé dans l'épisode de Camera Obscura qui s'appelait La Fin, où je parle de cette manière, justement, la dernière coupe, quand tu coupes au noir, c'est très stratégique ce moment, c'est très particulier. Il y a beaucoup de gens qui coupent en rythme, sur un truc où tu t'attends, une coupe très satisfaisante. Et il y en a d'autres, comme Villeneuve, qui ont une musicalité très particulière, où il chope le moment. Et il te coupe le souffle en fait, en te coupant un petit peu à rebours et dans un chaos subtil, si tu veux. Généralement, il coupe à la naissance d'un affect, en se basant sur un truc très humain. Bah, dans Blade Runner, c'est la main contre la vie. C'est la main d'Harrison Ford, et ouais. au moment où il commence à sourire, il coupe. Dans Premier Contact, c'est Amy Adams avec ce dernier plan où t'as tellement voyagé émotionnellement et tout ça. Son regard, tac. Et cette manière de t'attraper au vol, en fait, et de couper à la naissance d'un affect, c'est comme si t'expulsait du film, mais en te donnant la sensation que l'univers du film continue à se déployer, et qu'il y a ce truc vraiment qui palpite encore après l'écran noir. Et ça, c'est un truc que j'adore chez lui, donc je l'attendais là-dessus sur Dune. Et non. Et non. Et on se trouve face à cet entre-deux où ça se termine sur ce plan d'une procession où ça mène Très vers autre classique, chose quoi, extrêmement classique, en fait, sans choper quoi que ce soit au vol. En fait, je m'attendais à ce qu'il coupe sur l'avant-dernier plan quand t'as le Paul avec son regard. Il y a un soir qui naît, Ah, je suis et d'accord. t'arrêtes là quoi. Et non, t'as pas besoin de les voir en file indienne pour Bah, continuer. surtout que tu l'as vu avant, tu sais qu'il est bon. C'est dommage. Bah, surtout que ce regard, ce sourire, c'est l'espoir aussi, Ouais, c'est l'avenir ça. qui se présente à Il y lui. a des moments des films qui peuvent être catastrophiques de bout en bout, mais s'ils savent quand terminer avec un truc qui fait ah, là il y a un truc qui reste mémorable quoi. Il aurait pu faire ça sur Dune. Je pense pas qu'il y ait eu de pression pour terminer sur ce plan, ou enfin j'en sais rien après. Mais on reste sur cet entre-deux, sur le truc du j'essaie de faire ça et son contraire en même temps. Arrakis a deux lunes. Dans le film, on voit qu'il y a une marque sur la plus grosse, une main, mais le film ne parle pas de la deuxième lune où il y a aussi une marque dessus. Quelle est cette marque? Avec une souris, des sables. Exactement, Et qu'on c'est appelle là, aussi... Usul. Non. Ah non, c'est Muad'Dib. Muad'Dib. Ah putain, attends. Usul. Eh oui, pardon. Excuse-moi. Et d'ailleurs, j'étais étonné qu'ils appuient sur la main de la première lune, Ouais. mais pas sur le Muad'Dib de la deuxième. Mais Mais ils peut-être dans le appuient sur- deuxième film, peut-être. Ils appuient sur du la coup. souris. Oui. Par contre. Après, oui. Elle est tellement mignonne. Là, on parlait du réalisme, on voit que ses oreilles recueillent l'humidité, qu'elle le boit. Bon, Ouais. voilà, le film perd. Putain, elle 5 boit minutes l'eau de ses là-dessus. oreilles quoi, c'est absolument dégueulasse. Eric Ross, qui est co-scénariste du film, a écrit le scénario d'un film post-apo avec Kevin Costner. Quel est le nom de ce film? Postman. Putain, joli, c'est un piège. Tu crois que j'allais dire Waterworld? Ouais, C'est ça, exactement. c'est ça. Mais je savais que t'étais intelligent, mon gars. Ok. Bien joué. Mais ça nous permet de commencer à parler un petit peu du scénario, du futur de la saga. Ce qui m'avait
un petit peu, pas déçu, mais dérangé, c'est la mise un petit peu en second plan du côté mystique pour un réalisme extrêmement présent. Ça m'a pas dérangé parce qu'encore une fois, il y a ce truc du ouais, ça sera développé dans le deuxième volet, mais en même temps, le film se focalise vraiment sur t'immerger dans cet univers et avec le même temps que le film de Lynch te raconte beaucoup moins quoi. C'est 2h30, donc une demi-heure de plus que le film de Lynch, pour faire la moitié du film, pour au final mettre quand même les mêmes scènes, grosso modo. Bon, bah, ça veut dire qu'il a étiré. Surtout, il explique moins de choses au niveau de la mystique, même si au final, c'est la mise en scène qui participe à ça, avec les visions, etc. On parlait du mélange. Le mélange. Le mélange. Du mélange. Personne ne dit le mélange dans Le le film. mélange. Le mélange. Le fait d'avoir choisi de pas mettre ces mots-là, il y a le baron Harkonnen qui parle de ma planète Dune. En fait, à aucun moment, ils disent le surnom d'Arrakis, c'est Dune dans le film. J'ai pas souvenir. À vérifier, ouais. Ça a l'air bête comme ça, mais pour moi, ça donne une vraie dimension mystique. Il y a autre chose. Arrakis, mais en fait, on l'appelle Dune. L'épice, le mélange, tu vois. En fait, c'est des termes qui sont assez importants parce qu'ils construisent un imaginaire. Et là, bah, ils sont pas là. C'est comme quand ils disent que l'épice permet le voyage intergalactique. Et qu'ils expliquent pas comment. Ouais, mais même sans expliquer comment, c'est une voix off qui est posée sur un moment de transition, donc en fait, il n'y a pas ton attention Oui, qui est oui. prise par ça. C'est comme un renseignement complémentaire, mais qui est pas important. Parce que fondamentalement, les gens, là, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'on fout l'épice dans la machine et voilà. Alors que... Il y a des vaisseaux avec un mec qui C'est enfourne ça, comme dans un qui train. enfourne. Alors que, bon, pour celles et ceux qui ne savent pas, l'épice, c'est les pilotes de la guilde des vaisseaux qui l'ingèrent et qui commencent à muter et qui arrivent à replier l'espace-temps, quoi. Mais en tout cas, il y avait sa dimension mystique. Et ici, on l'a dit, l'épice, c'est plutôt une ressource. C'est vraiment un truc qui m'a dérangé, jusqu'à ce que je pose ma question à Denis Villeneuve, enfin, qui était plus une affirmation, où il a confirmé que ce premier film était un film d'introduction et qu'on peut espérer que dans le deuxième, il aille plus loin là-dessus. Mais on le sent quand même. Pour ceux qui savent pas, l'interview est sur ma chaîne. Allez voir, on met le lien quelque part par là. Joueur du grenier, c'est la chaîne. Oui. C'est vrai? Non. On a longtemps reproché à Lynch d'avoir fait une mauvaise adaptation et d'avoir fait un film qui est boursouflé et incompréhensible pour néophytes, alors que Villeneuve, c'est la même histoire. Bah, Sauf que franchement, Villeneuve enlève certains éléments plus spirituels et pour se focaliser sur un truc qui est plus simple. Ça fait des années qu'il y a plein de gens qui chient sur le Dune de Lynch en disant qu'il est chiant. Maintenant, c'est redevenu cool de dire qu'il était bien. Qu'en fait, non, mais Villeneuve, non, mais ça vaut pas le Dune de Lynch. Bon, pour conclure, on attend la suite en fait, tout simplement quoi. J'aurais du mal à juger complètement, en tout cas la démarche artistique de Villeneuve, juste avec ce film. Bah bien c'est ça. Voilà. Mais on a affaire à une moitié de film. Ah, du coup c'est très difficile de se projeter et moi je suis pas spécialement impatient. Parce qu'il y a ce syndrome, voilà j'ai compris. Oui, bah. Maintenant je suis dans cet entre-deux des intentions du film qui fait que je suis un peu mitigé. Ce qui fait que là, je serais très content si le deuxième se fait et que quand il arrivera je serai curieux. Mais j'ai pas d'impatience particulière par rapport à un deuxième volet. Vu qu'en plus il veut faire le Dune de Herbert, ça veut dire qu'il va pas raconter autre Quelque chose chose que de ce nouveau, qu'on ouais. connaît. C'est ça que j'aurais préféré qu'il fasse un peu plus le Dune de Villeneuve, qu'il prenne plus de liberté, quitte à fusionner des personnages, à faire des choix qui vont plus segmenter les gens, mais qui te maintiennent dans un espace où c'est possible qu'il aille ailleurs. Comme une réalité alternative de Dune. C'est presque un miracle que Villeneuve, dans ce contexte-là, ait réussi quand même à imposer ses choix. Et que Warner ne dise pas, bon, c'est un peu trop désaturé, là, hein, c'est presque limite moche à certains moments, du coup, Mais ça montre un petit peu quand même le pouvoir qu'il a à Hollywood, mais du succès ou non du film va dépendre beaucoup pour la suite. Bah du coup, dans cette logique-là, et pour qu'il se fasse, on est d'accord, il faut voir le Dune de Denis Villeneuve au cinéma, puisqu'il va sortir sur HBO en même temps aux États-Unis dans les salles, mais Ouais. aussi sur les plateformes. Bon, bah c'est sûr que nous, on vous encourage, malgré les petites réticences qu'on a, malgré les petites critiques, à voir ce film, très clairement, et au cinéma, parce qu'effectivement, l'expérience est quand même assez impressionnante, quoi. Ouais. Il disait quoi, c'est sur un petit écran, c'est comme piloter un yacht dans une baignoire. Bah c'est bien trouvé. Bon, on a fait le tour de la question, mais maintenant, François, est-ce que tu pourrais nous réciter la litanie de la peur? Enfoiré. Je me loupe toujours à un moment. Je Oui, ne connaîtrais ça. pas la peur car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. Moi aussi, c'est là toujours là que Je ne connaîtrais pas la peur. J'affronterai... J'affronterai ma peur. Je la laisserai passer sur moi, au travers de moi. Ouais, je lui permettrai de passer sur moi au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur mon chemin. Sur Et là où- son chemin. Sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien que moi. C'est ça? Bravo. Franchement... Je peux te réciter les noms des nains du Hobbit maintenant. Allez. Thorin, Balin, Dwalin, Oin Gloin, Filikili, Dori Ori Nori, Bifur, Boufur, Bombur. Félicitations. Par contre, Blanche-Neige, je n'y arrive jamais. Oui, on en oublie toujours Ah ouais, un c'est ou deux. Bref. Eh ben bravo. Ben merci. Bravo.
J'ai une question Ouais, qui est plutôt une question fun, très bien. qui est plutôt J'ai l'impression qu'on se marre. funny fun. Super. C'est pour l'anecdote. Oui. C'est une question finalement qui n'a que peu d'importance et qui a peu de conséquences. Mais C'est qui est vachement long. plutôt- La vache. Combien d'acteurs du cast principal font partie du Marvel Cinematic Universe? Ok. Jason Momoa, Josh Brolin. Non, déjà faux. Quoi? Non mais quoi? Jason Momoa il fait pas partie Ah du pardon, Marvel excuse-moi. Cinematic Non, Universe. c'est vrai, c'est d'ici. Mais c'est la même chose. Oh là là. Alors là, les commentaires, mon gars. Ok. Donc, Josh Brolin. Ouais. Ben, il y a Skarsgård. C'est Skarsgård. Hein. Et là, du coup, j'oublie tous les personnages. Donc, je t'avoue que je ne trouve même plus. Tac. J'en ai aucune idée. Je vais dire 3. Non. Voilà. Combien? 5. Donc, Josh Brolin, Skarsgård, Zendaya, Zendaya. Non, je sais pas, là, comme ça. Bast Malchian, Peter De Vries, Ah, qui est dans les bah, Ant-Man. j'hésitais. Ah, d'accord, ok. Parce que je le voyais il joue dans Batman, mais je savais pas qu'il. D'accord. Et tu te souviens pas du 5ème? C'est ta question. Mais s'il te plaît, aide-moi. Bah Oscar Isaac qui joue Poe Dameron. Non, mais ça, c'est. Quoi? Ça, c'est Disney. Non, par contre, il joue dans X-Men Apocalypse, le méchant Ouais, c'est tout vrai. nul, là, voilà. Mais c'est pas le Marvel Cinematic Universe. Bah, si, c'est X-Men. Oui, mais c'est pas. Non, c'est pas le MCU. D'accord, ok. C'est compliqué tout ça. MCU. Ah, bah, Dave Bautista. Dave Bautista. Max. Voilà. Et voilà. Bah, très bonne question qui. Eh ben. Merci François d'être venu sur le Nexus 6. Poum. Bro. C'est quoi tes actualités en ce moment? Je bosse sur le prochain Caméra Obscura qui arrivera à la fin octobre. À la fin octobre, il y aura aussi le bouquin Caméra Obscura qui va être disponible au début du 21e siècle. Super. Et toi, c'est quoi tes actus? Mourir. Bah non. C'est. Bon, pas tout de suite. Voilà. C'est bien vrai. Je te téléporte? Tranquille? Ciao. Bonne soirée. Ciao. Merci de nous avoir suivis, citoyennes et citoyens. On espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous invite également à suivre la chaîne de notre équipière Lucie Schossler, Makeup FX. Elle avait fait une vidéo sur le Baby Xarlax et bonne nouvelle, dans les semaines qui arrivent, elle va sortir une autre vidéo. Mais surtout, elle travaille activement à la création d'un shop en ligne où vous pourrez retrouver une trentaine de Baby Xarlax en vente. On vous communiquera toutes les infos lorsque le shop sera dispo. En attendant, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir son travail sur YouTube et Instagram. Concernant le Nexus 6, tout le monde travaille sur l'épisode 8, donc vous en saurez plus bientôt. Il y a des sci-facts aussi qui arrivent. Merci à NordVPN qui a sponsorisé cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un VPN, voilà pourquoi vous devriez l'utiliser dans votre vie connectée. Un VPN est un réseau privé virtuel, c'est-à-dire un logiciel qui va vous permettre de chiffrer et de sécuriser votre connexion. En vous y connectant, vous serez sûr que personne ne pourra accéder à vos données, surtout lorsque vous êtes sur un Wi-Fi public par exemple. NordVPN va changer votre adresse IP, ce qui vous permettra de rester complètement anonyme pendant que vous surfez sur le web. C'est très pratique à l'étranger aussi, car avec plus de 5400 serveurs dans 59 pays, vous pourrez vous connecter à NordVPN n'importe où et aurez accès à des sites qui pourraient vous être inaccessibles par ailleurs. Très simple d'utilisation, quelques clics et vous voilà connecté et protégé. En allant sur le lien dans la description, vous aurez droit à une réduction pour un engagement de 2 ans et un mois gratuit. En plus, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Donc si vous n'utilisez pas un VPN, essayez NordVPN. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, et à très bientôt sur le Nexus 6.